Chapitre 7. Victorinox. On frappe à la porte. Mes paupières sont lourdes. Mon t-shirt est trempé sur ma poitrine. J'ai transpiré toute la nuit. La climatisation à 25 degrés, c'est trop chaud, c'est trop humide. J'écarte alors le drap sur le côté et j'entends mon parrain quitter le couloir pour la cuisine. Il me dit « C'est l'heure, prépare les affaires !» Je me redresse, assis sur le lit. Quand on se fait réveiller par quelqu'un, on a toujours le cœur qui bat un peu plus fort. Je le sens travailler dans ma poitrine. Et dans mes tempes aussi. Je bourdonne. Mon accueil à l'hôpital a été triomphal hier à midi. Je suis parti de Luanda avec le chauffeur de Jembar. Il m'a déposé chez mon parrain et on a pris l'apéro. On a mangé une salade avec des avocats et ça a duré jusqu'à 1h30 du matin. Bière, vin, whisky, grappa portugaise et tout le reste. C'est la coutume de la bienvenue ici. Mais là, maintenant, c'est un autre programme. On doit aller chercher une faucheuse mécanique avec un pick-up chez Victorinox à Dombe Grande, à côté de la rivière du Rio Coporolo. C'est pour la ferme de mon parrain. Il doit produire du foin pour son élevage de bétail avec du capi, les grandes herbes à éléphants. Il aimerait en vendre aussi. Mais couper le capi pour en faire du foin, ce n'est pas simple. L'herbe est grande, épaisse, et les terrains sont toujours accidentés. Il cherche donc une bonne machine pour ça. Avant de partir, dans la cuisine, mon parrain me fait goûter du café sorti de sa dernière torréfaction. C'est de l'arabica. Il me dit « Il sent bon mon café, mais t'as vu comme il est court en bouche. Ça ne me plaît pas du tout. Fais des recherches, il faut qu'on trouve comment l'améliorer. Et rappelle-moi, on doit acheter de l'oxyde de cuivre pour mes moutons. Ils ont mal aux pattes. Il faut vraiment qu'on les désinfecte, tout bien, au bleu de méthylène. » Dehors, le jour se lève. Tout est calme. Il a plu durant la nuit et l'air tiède est chargé d'humidité. On saute dans la Toyota et on part sur la route. Les trous sont remplis d'eau et tout le monde slalome, plus ou moins diplomatiquement, pour ne pas couvrir de boue les bas-côtés, les motards, la multitude de gens qui attendent des bus déjà surbondés pour aller travailler. On arrive à l'atelier. On s'arrête quelques minutes pour les directives de la journée. Il faut contrôler la réception des fruits et des légumes de la ferme. Effectuer une réunion administrative, car les ouvriers travailleront tous les samedis durant décembre pour anticiper la pause des vacances de Noël. Le mois de décembre, c'est le mois le plus difficile. Tout le monde veut faire de l'argent pour les fêtes. Et avant tout, c'est la police. Sur la route, ce matin, ils arrêtent toutes les motos. Ils les chargent sur des camions pour les emmener à la fourrière. Et si tu veux récupérer ta moto, tu dois te présenter quelques jours plus tard et tu dois alors montrer tous tes papiers. Et si quelque chose n'est pas en règle, comme un clignoteur qui ne marche pas, tu payes pour la reprendre. C'est toujours après les fêtes, en janvier, que les gens ont le plus faim, car ils n'ont plus d'argent pour manger. C'est crucial ici de pouvoir se déplacer pour survivre. On roule par tous les moyens, dans toutes les conditions, et même avec un problème technique. On y va, on trouvera toujours un moyen sur la route, ou alors on y arrivera quand même. À l'atelier, on fait le tour de l'avancement des réparations. Une génératrice sur un moulin diesel Kirloskar doit être dépannée. On la gardera en réserve. Un piston du moteur du camion de transport des légumes doit être changé. Il a grillé et les segments ont éclaté dans la chemise qui devrait, elle, être récupérable en ponçant l'intérieur avec de la toile d'émery. Lombili ira chercher un nouveau piston de seconde main au marché de Benguela. Le très grand bateau de Chisola repose aussi sur des blocs en bois devant l'entrée de l'entrepôt. Je ne vous dis pas pour le sortir de l'eau. Lui, c'est son moteur. Enfin, c'est l'axe de transmission de l'hélice qui s'est grippé dans le carter. On a essayé de l'arracher avec une presse hydraulique, mais c'est impossible. On discute comment faire. Il faudra découper minutieusement la boîte en alu du châssis pour accéder à l'intérieur et sectionner au chalumeau l'axe complètement rouillé. Une fois la pièce changée, il faudra ressouder à la perfection la découpe pour que tout soit étanche. Sinon, à la moindre goutte d'eau salée, tout se détruit à nouveau et tu recommences. Je ne vous raconte pas non plus souder de l'aluminium qui a été découpé d'un vieux carter qui a baigné 15 ans dans de l'eau de mer acide. C'est vraiment de la bijouterie.
Mais le plus grand problème maintenant, c'est le nouveau moteur d'occasion de la Land Cruiser trouvé au marché noir. La pompe à injection a bien été bidouillée, même si on nous avait dit qu'elle n'avait jamais été ouverte. Et là, quand on démarre le moteur, on n'y voit plus rien dans le hangar. Ça fume plus qu'un vieux camion-citerne en pleine montée. Les complications s'accumulent. Un des cylindres blocs est foutu, et tandis que la voiture tourne au ralenti, on n'arrive plus à lire les chiffres du compteur de vitesse sur le tableau de bord, tellement tout vibre. Et puis, la poulie de la climatisation pose aussi problème. Elle n'est plus du tout alignée avec le tendeur, parce que le moteur, bien qu'on l'ait acheté une blinde, ce n'est pas le même. Il est plus court. On ne peut pas monter la courroie. La voiture ne sera donc pas prête pour l'instant. Alors, on ira avec la Toyota 2 places et ce sera encore pour toute la semaine. On quitte l'atelier et on roule depuis 1 heure dans notre pick-up coupé, sans ceinture, car elle ne se verrouille plus. Enfin, on les met quand même et pour les tenir, on s'assoit dessus. C'est juste pour les barrages de la police et dans la ville. Le reste du temps, on avance à plein tube sans rien en chantant des chansons paillardes parce que la radio ne fonctionne plus. Après Benguela, sur le grand bout droit, avant le désert, Victorinox nous appelle. Il a un problème. Ce matin, il a voulu attraper un crocodile à main nue près de la rivière, mais il s'est fait choper l'index gauche par une des dents du croco. Il doit absolument aller à l'hôpital pour faire quelque chose, et surtout recevoir l'injection. Il nous dit de laisser la voiture au restaurant du stand tir, et il nous rejoindra avec la sienne, sur la route, pour retourner à Benguela où se trouve la clinique. Mon parrain raccroche le téléphone et éclate de rire. Il me dit « Un crocodile, à main nue, mais c'est quoi cette intrigue ?» Je pose quelques questions et Koulondi me raconte. Victorinox a commencé ses affaires en créant une ferme de 500 crocodiles pour les revendre. Ça l'a beaucoup amusé au début, mais maintenant, il a des projets bien plus grands, notamment en agriculture. Alors il n'a plus trop le temps de s'en occuper de sa ferme. Il a voulu la donner à son fils, mais je crois que c'est pas si évident que ça à gérer comme projet. Donc, il n'en a gardé qu'une dizaine aujourd'hui. Mais je ne sais pas ce qu'il a foutu ce matin. Il m'a dit que cela aurait pu mal tourner. On attend au bord de la route. Un pick-up Hilux gris, dernier cri, avec des vitres fumées, arrive à vive allure et freine dans le sable en soulevant un nuage de chaleur et de poussière. Dans ce puissant mouvement, la porte déjà ouverte, Victorinox s'élance du véhicule tout-terrain. Il nous lance « Hey, Seigneur Claude, comment? Tout de bien ?» Il est grand, Victorinox. Très grand. Plus grand que sa voiture. On dirait un judoka, en fait. Il a une solide stature trapézoïdale, bien ancrée, droite, dans ses bottes de cuir rondes, sans jointure. Il porte un pantalon bleu nuit cousu de larges poches. Un polo noir révèle des bras d'une force inquiétante. Sur celui de gauche, un imposant tatouage délavé par des cicatrices laisse entrevoir le dessin d'un animal. On hésite entre un buffle et un cochon. Une inscription s'y devine aussi, mais elle est illisible. Son teint brun clair et ses cheveux soigneusement taillés encadrent un front affûté. Il nous regarde avec un grand sourire. Il a des dents blanches, parfaitement alignées et saillantes. Ça lui confère une mâchoire amicale et en même temps menaçante. Il porte des lunettes de soleil Ballistica, noires et chromées, qui lui cachent le regard. Mais on discerne quand même les fameuses cicatrices autour de son œil gauche qui a été arraché par les éclats d'une grenade. Son œil est désormais remplacé par une prothèse oculaire en verre noir. Mais ses lunettes, il ne les enlève que très rarement. En rigolant, il nous tend son index. Il est emballé dans un pansement de fortune. Il a une étrange forme, son doigt. On dirait un chou-fleur. Mais là, on ne perd pas beaucoup de temps sur le bord de la chaussée. Déjà en route, il nous raconte. Ce matin, les villageois de Dombegrande sont venus me chercher. Un crocodile est arrivé près du pont, sur la berge, là où on fait la lessive. C'est dangereux pour les enfants. Il n'a rien à faire là. Alors j'ai voulu le prendre pour le mettre dans ma ferme. Comme je n'avais pas le temps, je suis allé l'attraper à la main. La technique, c'est assez simple. Un crocodile, tu t'approches toujours par derrière et tu te jettes sur lui en te couchant dessus. Il faut d'abord lui cacher les yeux et puis après, immédiatement lui attacher la mâchoire. Une fois que les deux sont faits, c'est bon. Mais ce matin, le tissu que j'avais était trop petit.
Je suis allé trop vite et je n'ai pas réussi à le ligoter correctement. Ça lui a découvert un œil et il m'a attrapé un doigt avec une dent. Mais je l'ai eu. Maintenant, il faut juste que je prenne le médicament à cause des bactéries. Les bactéries des crocodiles, ce n'est pas vraiment bon. Il faudra voir. Mais généralement, on ne recoupe pas les plaies, pour ne pas garder le poison à l'intérieur de la blessure. Il faut qu'elles sortent, les bactéries. Sinon, ça va pourrir, nous dit-il en conduisant. Une fois arrivés à l'hôpital, l'attente dure des heures. Victorinox et mon parrain en profitent pour passer leurs appels administratifs et donner toutes les directives à droite et à gauche en portugais, en ubundu, en kimbundu et parfois en anglais. On est assis dans le couloir. Les gens passent, défilent comme les minutes, pour traîner, encore et encore, pendant des heures. La couleur du bandage de Victorinox a tourné au rouge cramoisi, et il a commencé à lever le doigt au ciel. Sinon ça frappe, nous dit-il. Comme il faut toujours attendre, on part faire un tour dans la rue avec Koulondi. On descend les marches de l'hôpital et on tombe sur des femmes qui vendent des poules vivantes entassées dans des bassines en plastique qu'elles portent sur leur tête. L'avenue est pleine de gens et de jeunes étudiants qui ont des blouses blanches de médecins. Une école secondaire se trouve en face de la clinique. À côté, un magasin chinois attire notre attention. On décide d'aller jeter un coup d'œil. À l'entrée, au contrôle, des Africains nous demandent de mettre nos sacs dans des tissus fermés avec un serre-câble pour qu'on ne vole rien. Une fois que nous sommes dans la boutique, on traverse 10 000 étalages remplis de produits chinois. Sur chaque rayon, une corbeille rassemble plusieurs exemplaires de tout ce qui existe sur Terre. Tout ce que j'examine semble de mauvaise qualité, comme si tout était injecté avec du plastique de troisième fusion. Et le prix n'est pas super bon marché non plus. Il avoisine le salaire mensuel d'un employé. Environ 10 000 kwanzas, cela représente 10 €. S'ajoutent aussi des frigos, des cuisinières, des armoires super kitsch, des tapis et des pièces de mécanique. Mais cela n'a rien à voir avec le marché de Benguela. C'est du commerce chinois, et c'est cher pour les gens du pays. 4 heures plus tard, Victorinox nous rejoint dans un restaurant. Il a un bandage tout neuf, plus gros que son biceps. Il porte encore un sparadrap intraveineuse sur le bras droit et un grand pansement plat, sous son polo, près de l'épaule gauche. C'est une autre blessure faite par une des pattes du crocodile. Les pattes d'un crocodile, c'est impressionnant. C'est comme la main d'un homme, mais les ongles ressemblent à des griffes de dinosaures. Victorinox avale son repas toujours en rigolant. On n'a pas recousu ses plaies à cause des bactéries, et il rigole encore. Les crocodiles, il en est mordu. Il adore ça, et visiblement, il n'en démordra jamais. Il enlève ses lunettes et me regarde. Il ressemble à Terminator. Je vous jure, j'ai vu une lumière rouge dans son œil droit, celui qui ne bouge plus. Il me tend les clés de sa voiture. C'est moi qui dois conduire Lilux jusqu'à son atelier à Dombe Grande. Durant tout le trajet, il téléphone encore, en ubundu. Il parle fort, et cela ne s'arrête jamais. Comme une immense phrase, sans ponctuation, qui lui laisse à peine le temps de respirer. On traverse le pont du Rio Coporolo, et il me monte la berge avec son doigt, toujours le sourire aux lèvres. Dans le village, on prend à gauche. On entre dans une cour fermée par une grande porte en métal qui roule. On dirait un train sur un rail. Et on se parque entre deux murs d'une habitation totalement étrange et biscornue. Elle est couverte de ciment et de briques de différentes couleurs grises. Certaines parois portent des inscriptions tracées à la bombe de peinture. En fait, je ne peux pas décrire ce qui m'entoure. Trop de choses se pressent partout. C'est indescriptible. La seule chose que je perçois, ou peut-être que je ressens, c'est d'être dans un endroit qui n'existe nulle part. Vous prenez un terrain de foot, 12 tracteurs que vous désossez et vous commencez à répandre toutes les pièces un peu partout sur toute la zone. Vous gardez les châssis des machines et vous les mettez sur des troncs d'eucalyptus en équilibre. Ensuite, vous démontez une raffinerie bien rouillée ou un truc similaire et vous prenez seulement les tuyaux percés et bouffés par la corrosion, surtout les complètement tordus.
Vous les trempez dans de la terre rouge et vous les faites sécher sur toutes les pièces de mécanique agricole. Vous rajoutez quelques remorques, mais sans essieu, remplies de chambres à air et de pneus cuits au soleil, et vous recouvrez le tout avec des morceaux de bois percés par des clous entortillés. Il manque encore juste des poulets, des cochons, des chiens, des sortes de pintades sans plumes qui se baladent entre des flaques d'eau brune, et on y est. On se trouve dans un bordel magique. Et là-dessous se cache la faucheuse mécanique. Mon parrain et Victorinox en parlent depuis 5 minutes, mais j'ai beau chercher, elle m'échappe. Un ouvrier arrive et commence à déplacer des bidons d'huile et plusieurs plaques qui ressemblent à des portes de voiture. Alors, enfin, je la discerne, la machine. Mais ce n'est pas une faucheuse. Ça s'apparente plutôt à un broyeur avec des chaînes. Il doit peser au moins 1 tonne. Et si je ne comprends toujours rien à leur portugais, je me rends vite compte que pour faire du bon foin, ce n'est peut-être pas le meilleur plan. Mon parrain laisse tomber l'affaire et on retourne dans la petite cour près des voitures. Avant de tourner à l'angle du mur, Victorinox nous montre une grosse caisse posée sur 2 palettes, au milieu de tous les objets, avec 2 palettes posées aussi dessus comme une sorte de couvercle. Une lourde pierre et un pneu de camion sont rajoutés pour bien fermer le tout. On se penche pour regarder à travers les lambourdes en bois et on découvre le crocodile de ce matin. Il doit faire 2,50 m de long. Il nous scrute avec son œil de chat, immobile, inspirant crainte et terreur glaciale. Il a un tissu enroulé autour de la mâchoire et ne bouge pas. Victorinox nous précise « Ce crocodile, c'est un petit. 2 mois plus tôt, il est allé à la grande fazenda de Kaloanga, bien plus en amont du Rio Coporolo. Il l'avait appelé lui aussi. Un crocodile de 5 mètres mangeait les veaux du troupeau. C'était une autre histoire pour l'attraper. Pour ça, il faut prendre une chèvre ou un chien et lui attacher un robuste hameçon triple sur le ventre avec un câble fixé à une voiture. On laisse gambader l'appât sur la berge jusqu'à ce que le grand reptile morde. Ensuite, il faut le tirer assez loin, hors de la rivière, avec la voiture. Victorinox nous fait un arc de cercle avec ses gros bras et nous explique qu'il n'arrivait pas à en faire le tour aux épaules de la bête. Quand son ami a voulu lui cacher les yeux, le crocodile a bondi en cambrant la tête et l'a frappé en plein dans la mâchoire. Il a été projeté à plus de 2 mètres en arrière. Ils ont dû se mettre à plusieurs pour l'attraper, avec des perches munies de lassos coulants au bout pour pouvoir lui maintenir la gueule bien fermée. On finit d'écouter toute l'histoire sur une table avec des chaises en plastique blanches en dégustant une eau-de-vie très spéciale, l'aqua du chef, faite avec des maboks, des fruits du pays. Victorinox nous explique toutes sortes de choses mystiques. Il nous apporte aussi un petit pot en verre qui contient du miel de mouche que l'on trouve dans le désert. Ces mouches-là, elles sont tellement insupportables. Quand il fait chaud, elles viennent vous envahir la figure par dizaines, surtout au coin de la bouche, sur les lèvres, ou alors elles entrent dans vos narines. Elles produisent un miel très précieux, très difficile à récolter. Victorinox nous explique la nature d'un élixir qui n'est pas un mythe ici. Tu prends 2 jaunes d'œufs que tu fouettes avec une demi-bière, tu ajoutes une cuillère de miel de mouche et direct, tu bandes pendant 1 semaine. Avant de partir, on charge des sacs de sel éventrés complètement humides car ils ont pris la pluie. C'est pour le bétail de mon parrain. Les 2 amis ont conclu un marché à l'instant. Mon parrain lui a vendu ses 42 zébus Nellore blancs qui ne supportent pas l'altitude de la montagne de fer. Victorinox viendra les chercher vendredi en camion. Il amènera aussi la queue du crocodile de ce matin pour la passer dans le fumoir de mon parrain, avant qu'on la mange et qu'on goûte la recette au miel.